Mes amis, bien le bonjour. Dans l'actualité d'aujourd'hui, un événement assez tragique qui a touché un Boeing 777 de la compagnie Singapore Airlines. Ce Boeing est passé à travers une turbulence, une zone de turbulence extrêmement forte. Quoi qu'en aviation, on les classe dans trois catégories, faible, modérée, forte. Il n'y a pas extrêmement forte dans le sens aéronautique du terme, mais on est entre nous, on se comprend. Suffisamment forte en tout cas pour secouer les passagers. Ceux qui n'étaient pas attachés ont décollé de leur siège. Et puis malheureusement, il y en a un qui a été tué. 30 autres ont été blessés. Des dégâts considérables à l'intérieur de la cabine, chez les passagers, chez le personnel navigant également. Les photos sont assez impressionnantes. Et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, j'ai envie de dire, même si les pilotes savent éviter ce genre de choses, eh bien, toute leur carrière, ils évitent, et puis un jour, au lieu de tourner à gauche, ils tournent à droite, et puis voilà, c'est la catastrophe. Dans ce cas, malheureusement, ça a causé un mort. Pour vous dire, par rapport à un petit peu où on a une sensibilité médiatique aujourd'hui de faire du Boeing bashing, j'aimerais vous dire que si c'était un Airbus A350 qui avait traversé la même turbulence, les lois de la physique sont les mêmes pour tous les constructeurs, ça aurait fini grosso modo avec des dégâts similaires. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand je voyage en avion, il y a un élément de sécurité que je considère comme absolument essentiel. C'est celui de garder sa ceinture constamment. Vous allez voir qu'il y a ce signal attachez vos ceintures qui est affiché au décollage et à l'atterrissage, mais à un moment donné, il s'arrête. Ça veut dire qu'on peut enlever sa ceinture pour circuler. Bien sûr, si je dois circuler, je l'enlève. Mais quand on est dans son siège, honnêtement, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de la retirer. Dès que les pilotes libèrent les passagers, eh bien on entend, vous savez, ce cliquetis caractéristique de gens qui enlèvent leur ceinture. On l'entend partout dans l'avion. Eh bien ça peut faire la différence entre la vie et la mort quand il y a des turbulences. Ça peut faire la différence entre arriver chez soi en disant tu sais quoi, je vais te raconter un truc, aujourd'hui j'étais dans l'avion, voilà, ça a secoué. Ça peut être la différence entre raconter ça et la différence entre réapprendre à marcher, par exemple. Parce que il y a des gens, il y a un gars qui a été tué, et puis il y en a 30 autres qui ont été blessés. Je me rappelle, un pilote m'avait raconté, un pilote d'Air Algérie, dans les années 90, il m'avait raconté quelque chose, et je croyais qu'il avait exagéré. Il m'a dit, on est passé à travers des turbulences par surprise, et puis on a atterri, on a fait, c'est à peu près comme ce qui s'est passé avec le Singapore Airlines, et il m'a dit on avait les empreintes de semelles d'un passager sur le plafond. Alors, c'est très dur à croire, mais en fait, il y a un passager qui a décollé de son siège, il a tapé sur le plafond, il est revenu. Heureusement, il a été juste, il a eu quelques bleus et puis il s'en est sorti. Si vous regardez les photos sur le Singapore Airlines, vous avez des marques très caractéristiques, des marques de, vous voyez que le plastique, là, les décorations et tout, eh bien, ils sont concaves, n'est-ce pas, c'est concave. Et ça veut dire que quelqu'un a tapé dedans. Ça peut être par des gens, par la tête ou autre. Et ça cause des dégâts considérables sur l'humain. Je peux vous dire un truc. Ces appareils sont conçus pour supporter un nombre de jets tellement élevé qu'on peut avoir des passagers qui sont gravement blessés, voire même qui meurent, alors que l'avion atterrit normalement, et 2 heures plus tard, il reprend son vol, sans le moindre souci. Il y a un 747, j'en ai parlé sur ce canal, de la compagnie, je crois que c'était China Airlines ou Air China. J'ai tendance des fois à confondre entre les deux compagnies, Oni, soit qui mal y pense. En fait, le 747 avait décroché parce qu'ils étaient en vol, en croisière, ils ont perdu un réacteur. Les gars ont commencé un petit peu à trop parler. Ils ont parlé alors qu'ils devaient commencer à descendre parce que l'avion ne pouvait pas tenir cette altitude-là sur 3 réacteurs. Et donc, eux, ils ont commencé à discuter quoi faire. Et ça nous rappelle un petit peu cette chanson d'Elvis Presley, Little Less Conversation, More Action Please.
fait, il n'y a pas eu d'action. Résultat net, perte de vitesse, décrochage, et puis ils sont partis dans des tonneaux et tout. L'avion s'est ramassé 5,1 G. 5,1 G. C'est énorme comme nombre de G. C'est un nombre de G qui peut assommer beaucoup de monde. C'est arrivé dans une histoire d'un 727 que je suis en train de vous préparer, où ils sont chopés justement des G suite à une perte de contrôle. Le mécanicien navigant assis au milieu, entre les deux pilotes, assis sur un siège un peu en retrait, s'est évanoui. Il est tombé sur le pupitre. Mais il était attaché, il n'est pas mort, il s'est réveillé par la suite. Sur 5G, 4G, on peut se retrouver évanoui, on peut se retrouver sérieusement secoué, mais si on est attaché, tout va bien. Si on n'est pas attaché, c'est ça qui tue en réalité, ce n'est pas les G en soi qui tuent, c'est le fait que les gens sont projetés à l'intérieur de la cabine, et puis ma foi, voilà, ça peut être extrêmement violent et causer des morts. J'aimerais vous parler d'une histoire. Cette histoire s'est passée en février 2012. Nous sommes sur un vol Air France. C'est un Airbus A330. Et en fait, quand on dit 2012, on dit Airbus A330, on dit Air France, on pense tout de suite à une sensibilité très forte à l'époque. Rappelez-vous, l'Air France 447, je n'avais pas envie de l'évoquer nécessairement, mais juste pour vous donner un peu le contexte. L'Airbus d'Air France, le 447, s'est écrasé en juin 2009. En 2012, le souvenir était encore vivace. Et raison, c'est que on a mis longtemps, on a mis des mois pour trouver, on a mis 2 ans pour remonter les boîtes noires et tout ça. Donc, en 2012, l'histoire du 447 était encore de l'actu dans la sensibilité d'énormément de pilotes et dans celle du public de manière générale. On a un Airbus A330 qui est en train de remonter de Madagascar à la capitale imprononçable. Je l'ai en tête, mais je ne vais pas tenter de la prononcer. Il devait aller vers Charles de Gaulle. Il décolle le soir de Madagascar pour un atterrissage qui était prévu tôt le matin à Charles de Gaulle. Donc c'était un vol de nuit. Dans leur dossier météo, les pilotes ont juste une petite indication que, attention, vers la zone de l'équateur, quand on s'approche de l'équateur, il y a des zones avec pas mal de phénomènes convergents. Ça signifie il y a des cumulonimbus, c'est-à-dire des nuages à développement vertical. Et puis, certains sont extrêmement puissants, ils vont pousser l'air vers le haut, c'est des véritables cheminées. On peut avoir des vitesses facilement, on peut avoir 100, 150 km/h à l'intérieur, donc ça peut être extrêmement puissant. Généralement, quand ça arrive au niveau de la tropopause, que se passe-t-il? Au moment où ça arrive au niveau de la tropopause, c'est censé s'arrêter, ce n'est pas censé aller plus haut. Donc ça commence à s'aplatir en enclume. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette forme très caractéristique en enclume. Maintenant, il y a une histoire d'inertie aussi. Quand l'air est poussé violemment, quand il est poussé violemment à travers au niveau de la tropopause, eh bien parfois il dépasse. Et il va dans la stratosphère avant de s'aplatir, donnant des températures très caractéristiques où on a, de manière un petit peu paradoxale, un air qui est en altitude alors qu'il est plus froid que l'air qui l'entoure. C'est un peu très, très spécial comme phénomène, mais les radars sont très capables de le détecter. Ce vol d'Air France, je disais, avait reçu dans le dossier météo une information comme quoi on est au sud, entre la latitude 12 degrés et demi sud et 2 degrés et demi sud, eh bien, ça risque de secouer. 10 degrés de latitude, c'est combien? Si vous avez regardé la vidéo, pourquoi on utilise le mille nautique en aviation? Eh bien, 10 degrés de latitude, on est sur un grand cercle. On a 10 degrés, donc on a 600 000 nautiques. Donc on a à peu près 1100 km, grosso modo. C'est, parce qu'un 1000 nautique, c'est 1852 mètres. Si on regarde la vitesse de l'avion, on va mettre à peu près 1h30 pour la traverser, parce qu'ils ne volent pas selon un cap sud-nord, mais ils sont un petit peu décalés. Donc grosso modo, c'est 1h30 de tous les dangers qu'ils vont traverser. Nos pilotes sont au niveau 360, et le contrôleur aérien leur demande, est-ce que vous ne voulez pas, par 2 fois, il leur demande, s'ils ne veulent pas monter au niveau 380, 380. Et ils disent non, on préfère rester là où on est. Non pas que l'avion n'était pas en mesure d'y aller, il était en mesure d'y aller. Mais à ce moment, c'était développé suite justement au crash subventionné.
que les pilotes d'Airbus commençaient à éviter d'aller à l'altitude maximale possible, ce qui est affiché dans leur écran comme étant le rec max. Ils préfèrent laisser une marge par rapport au rec max, même si en réalité le constructeur laisse des marges assez confortables au rec max. Au rec max, on n'est pas dans ce qu'on appelle aérodynamiquement le coffin corner. Il y a encore de la marge, il y a de quoi faire au rec max. Mais les pilotes ont commencé un petit peu à être plus conservateurs. Ce jour-là, ça leur a peut-être sauvé la vie. Ils sont en train de voler donc, dans cette zone, gentiment en train d'aller vers l'équateur. Il leur reste grosso modo une demi-heure pour la traverser. Il fait nuit, je disais. Ils voient les étoiles, donc ils ne sont pas dans une masse nuageuse, ils voient les étoiles. Dans le radar, il y a quelques cellules qu'ils évitent à droite, à gauche, mais ils semblent être OK. Il n'y a pas de turbulence là où ils sont. Et pourtant, de temps en temps, ils voient des éclairs. Alors les éclairs peuvent se manifester entre deux masses nuageuses, peuvent se manifester à l'intérieur du même nuage, peuvent se manifester entre un nuage et le sol, mais il y a toujours un nuage dans l'équation. Donc ils voient des éclairs, mais voilà. À un moment donné, ils voient un éclair, et l'instant d'après, c'est littéralement les portes de l'enfer qui s'ouvrent sur ce vol-là. Il y a des turbulences extrêmement brutales qui vont se manifester. Les pilotes sont secoués dans tous les sens. Il y a un bruit déjà, il y a un bruit formidable de glace qui tape contre les hublots de l'avion qui fait que les deux pilotes ne peuvent pas se parler. Ils sont deux, ils sont côte à côte dans ce cockpit d'A330, mais ils ont du mal à se parler. Le pilote automatique va tout de suite se déconnecter. Il va tout de suite se déconnecter, laissant les pilotes avec les mini-moches. Le problème, c'est que le commandant de bord, il a du mal avec ses mains à aller, avec sa main gauche, à aller vers le mini-manche. Pourquoi ? Parce que ses bras par moments sont jetés au plafond. Avec le nombre de G, ses bras partent. Par la suite, il arrive à aller vers le mini-manche pour contrôler l'avion, qui par moments part jusqu'à 30 degrés d'inclinaison, donc c'est extrêmement secoué. Mais il n'arrive pas à piloter une fois qu'il met la main dessus. Pourquoi ? Je vous montre. On a ce mini-manche, il ressemble à peu près au mini-manche d'un Airbus, donc il met la main dessus, comme ceci. Sauf que l'avion bouge, l'avion lui-même bouge, l'avion n'est pas stable. Donc que se passe-t-il ? Il se retrouve accroché, lui, au mini-manche, avec un avion qui bouge dans tous les sens. Donc, involontairement, il va introduire des mouvements sur le mini-manche. Et donc, ceux-ci vont se traduire en mouvements au niveau des surfaces de vol. Dans cette configuration-là, le mouvement du mini-manche donne, si on tire comme ça, donne une réponse en incidence, pas une réponse en nombre de G, mais ou en facteur de charge. J'ai pas envie de l'expliquer. Ça allongerait la vidéo d'une bonne heure facilement. Donc, je disais que c'est extrêmement difficile de piloter. Donc, au bout d'un moment, il développe une technique qui est très intéressante, c'est celle-ci. Il doit être inventif, le gars. Le commandant doit être inventif. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Commence à faire ça. Ça signifie, le mini-manche d'un Airbus, il a un ressort qui le rappelle au centre. Donc, il donne un petit coup pour corriger, après il lâche. Donc, il commence à piloter comme ceci. C'est abrupt comme pilotage, mais c'est une forme, même précaire, on va dire, de pilotage. Les boutons devant eux, par exemple, ils ont le bouton du pilote automatique. Ils veulent rebrancher pilote automatique, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que le bouton des pilotes automatiques, j'en ai un, là, il a cette taille, il est tout petit. Hein, vous voyez, je peux le couvrir avec mon ongle. Le problème, c'est qu'ils bougent dans tous les sens. Donc, quand ils veulent aller taper dessus, c'est pas évident. Hein, ils tapent à côté. Ça devient très difficile d'aller choper ce bouton au milieu du pupitre. Les instruments, c'est pareil. Les instruments bougent dans tous les sens. Ça devient très difficile de les lire. Et en fait, il y a un phénomène qui est arrivé. C'est que l'avion a commencé à monter à une vitesse de 8500 pieds par minute. 8500 pieds par minute, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose que l'Airbus A330, même à vide, même avec 5 litres de carburant et 0 passager, ne peut pas faire. 8500, c'est que c'est un avion qui est porté. C'est un avion qui soudainement se retrouve dans une sorte d'air ascendant qui est en train de vouloir littéralement le jeter en orbite. Ces pilotes, de par leur entraînement, échappent à une illusion qui aurait pu leur être fatale. Tout simplement, vous savez, l'avion est soulevé brutalement, 8500 pieds par minute. Mais
au niveau d'un pilote, sur son siège, ça donne l'impression qu'il a reçu un coup de pied dans le derrière. Et ça donne l'impression que l'avion est en train de piquer. Parce qu'il est soulevé brutalement et potentiellement, les ailes sont plus hautes que le poste de pilotage. Parce que cette force va s'exercer au niveau des ailes. Donc l'appareil a tendance à être en piqué et puis il est en train d'être soulevé. Un pilote non averti, le risque qu'il aurait pu faire, c'était se dire, je suis en train de piquer, je fais ça, je cabre. Et donc là, ça aurait pu aller très méchamment au décrochage. Alors, ces pilotes vont se retrouver à un moment donné dans un no man's land, parce que très rapidement, ils arrivent au niveau 380, 380, donc ils sont jetés de 2000 pieds comme ceci, ils sont soufflés littéralement. Et puis, quelque chose va arriver, c'est que ils se retrouvent en trajectoire balistique. Ça veut dire, quand vous regardez le bandeau des vitesses sur ce qu'on appelle le PFD, le Primary Flight Display, l'écran primaire, là où il y a l'horizon artificiel, et à sa gauche, comme dans un Cessna 172, à la gauche, il y a toujours la vitesse. Donc, horizon vitesse, que ce soit dans un A380, un 777 ou un Cessna, toujours. Horizon artificiel, à gauche vitesse. Donc, le bandeau de vitesse est dynamique. Il affiche la vitesse possible vers le haut et vers le bas. Et en fait, on a vers le bas la VLS, la vitesse minimale sélectable, et vers le haut, on a le MMO, le nombre de Mach maximal. En dessous de la VLS, c'est rouge, au-dessus du MMO, c'est rouge. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ces deux zones rouges viennent rentrer l'une dans l'autre. En rentrant l'une dans l'autre, eh bien, elles annihilent ou elles réduisent à néant toute la zone possible de vol. Tout le domaine de vol n'existe plus à ce moment-là. Donc l'avion, littéralement, est en train de partir cette fois-ci. Il n'est plus aérodynamiquement dans une zone viable, et est tout simplement en train de partir en vol balistique. Donc il va partir pendant quelques secondes de cette manière-là. Il revient doucement vers le niveau 360. Et après, les turbulences, elles s'arrêtent. Les turbulences s'arrêtent comme elles sont venues. Toute la scène que je vous ai racontée, depuis le début jusqu'à la fin des turbulences, c'était 40 secondes. Pourtant, ces 40 secondes vont changer des vies. Une des vies qui sera changée, c'est celle du commandant de bord, qui ne revolera plus jamais. Pour lui, sa carrière s'arrête là, ce jour-là, dans ce vol. En fait, l'appareil va continuer son vol jusqu'à Paris. Il y aura des gens un peu secoués, blessés. Il n'y a pas eu de morts. Il y avait le potentiel d'avoir des morts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les nouvelles circulent tellement vite que lorsque l'équipage a pris contact avec le contrôleur européen en Suisse, ils arrivaient par le sud, ils ont contacté le contrôleur suisse, ils étaient sous son autorité, Suisse Control, eh bien, il leur a dit au premier contact, c'est vous l'avion qui a été secoué avec des passagers blessés dans des turbulences? Voilà. Les nouvelles, et les mauvaises nouvelles en particulier, circulent très vite. L'appareil a atterri à Paris, à Charles de Gaulle, il est arrivé en fait à l'heure. Et 3 heures plus tard, il repartait vers Chicago en fait. 3 heures plus tard, l'avion repartait. Donc pour vous dire, quand je vous disais au début de la vidéo, qu'on peut se faire tuer dans un avion et que l'avion repart, c'était pas juste une image. S'il y avait des morts, on pense que le procureur ou la police judiciaire aurait probablement gardé l'avion au sol quelques heures de plus. Ce jour-là, il y avait juste un petit peu de... Il y avait le Traxir, beaucoup de gens ont eu peur. Et puis, d'autres personnes ont été un petit peu blessées. Mais voilà, le commandant de bord a écrit un livre. J'ai pas pu me le procurer, malheureusement. J'aurais bien aimé savoir sa version, mais ça a fait couler pas mal d'encre, cette histoire, au sein d'Air France, au sein du BEA, au sein de l'association ou le syndicat des pilotes et tout ça. Donc, c'est une histoire que je tenais à vous raconter aujourd'hui. J'ai tenté dans un simulateur d'Airbus A330, j'ai tenté de reproduire un petit peu cette situation il y a quelques mois. C'est pour ça que je vous parle de cette histoire. Je ne l'ai pas préparée aujourd'hui quand j'ai entendu parler du Singapore Airlines. C'est une histoire que j'avais en tête depuis longtemps, que j'avais vraiment envie de raconter. Eh bien, j'ai tenté de reproduire cela dans un Airbus A330. Et c'est assez impressionnant quand on arrive à cette situation où les deux zones rouges du PFD se télescopent et elles sont l'une dans l'autre. À ce moment-là, l'avion, il ne vole plus, il ne peut plus voler, il n'y a plus de domaine de vol. Et puis, voilà, il faut juste ne pas aggraver sa situation. Voilà, mes amis,
Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Merci d'avoir répondu à mon appel hier quand je vous ai demandé de vous abonner. C'était pour moi une marque d'appréciation quand vous avez répondu à cet appel. Le canal a sauté sans coup férir au-dessus des 100 000 abonnés et ça justifie vraiment des années de travail sur ce canal. Et puis aussi, j'aimerais rendre hommage aux pilotes qui m'aident pour faire ces vidéos. Vous savez, juste avant de faire cette vidéo, d'enregistrer, et on parlait en particulier du 777 de la compagnie Singapore Airlines, j'ai contacté un ami pilote, commandant de bord sur 777, et je lui ai dit, t'as vu la nouvelle, qu'est-ce que t'en penses? Moi qui pensais avoir bien préparé mon sujet. Il m'a laissé énormément de messages, il m'a envoyé des captures d'écran, plein de choses, qui ont permis d'enrichir cette vidéo. Et donc, quand j'ai commencé, j'étais seul. J'étais dans une bagnole et j'étais seul. Aujourd'hui, j'ai un contact avec des pilotes à travers le monde qui me font l'amitié de me répondre, de m'aider sur des dossiers. Et je leur rends hommage tous, même si c'est tous des professionnels qui travaillent. Je ne peux pas les citer, je ne peux pas citer leur employeur, mais il y en a sur Airbus, il y en a sur Boeing, il y en a sur des avions hélices, il y en a sur... il y a des militaires, des ex-militaires, des gens qui pilotent des jets privés. Tous, je leur rends hommage, ils se reconnaîtront. Il y en a qui sont assis à gauche, il y en a qui sont assis à droite, il y en a qui sont sur du A320, A330, 80, il y en a sur du 777, 787, du 737. Tous les types d'avions sont représentés. Et tout cela viennent apporter leur expérience et leur savoir aussi à ce canal. Il y a aussi des mécaniciens, il y a aussi des contrôleurs aériens, tous les professionnels qui vraiment... Et j'aimerais finir aujourd'hui en vous racontant une petite histoire, une petite anecdote personnelle. J'étais dans un avion d'une compagnie. Normalement, je ne cite pas les noms des compagnies, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vous la dirai tout à l'heure. Je suis dans la... J'embarque, je suis passager, hein, je voyage comme tout le monde, je paye mon billet. Là, il y a une hôtesse qui me reconnaît. Hey, salut Aldo, comment ça va? Oui, on regarde votre canal, c'est trop sympa et tout. Ok, je suis touché par l'accueil, par la félicitation que je reçois pour le canal. Par la suite, je regarde un petit peu le vol. Je regarde le vol dans mon téléphone. J'ai l'application, j'ai Internet. Et je vois que le 777 stabilisé à une altitude. Et peu de temps après, il a changé d'altitude. Peu de temps après, il a changé d'altitude. Vraiment, toutes les quelques minutes, il a changé de 1000 pieds. Bon, je me dis, c'est peut-être la TC, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Et en fait, par la suite, le commandant de bord vient, je discute avec lui, pendant quelques minutes, je discute avec lui, il me montre une tablette, il me montre le vol, il me montre comment il cherche à éviter les turbulences, comment il a allongé son vol de plusieurs minutes pour pouvoir éviter une zone de convergence et tout ça. Donc on sent qu'il y avait vraiment une recherche de créer le maximum de confort. Et je vous raconte encore, quand je lui ai dit, mais pourquoi vous avez changé plusieurs fois d'altitude en très peu de temps? Il m'a dit, lors de l'embarquement, il y a une passagère qui est venue vers moi et elle m'a dit, j'ai peur, Captain, j'ai peur. J'ai peur de l'avion, j'ai même fait un cours, j'ai même été chez le psy. J'ai vraiment peur des turbulences. Et est-ce qu'aujourd'hui il y en aura? Il lui a dit, je sais pas, normalement pas, mais on peut jamais savoir. Elle est partie à son siège et lui a changé plusieurs fois d'altitude à la recherche d'un lieu où il y a le minimum de turbulences. Donc, ce message qu'elle lui a passé, eh bien, il a affecté sa manière de travailler ce jour-là. Les turbulences qu'il y avait, tous les niveaux, étaient considérées comme de la routine un jour normal. Mais parce qu'il y avait 7 passagères sur un avion énorme, un long courrier de type A350, eh bien, ça a justifié que le pilote change d'altitude. La compagnie, c'était Air France. Juste pour vous dire qu'il y a des compagnies qui font vraiment un extra mile, qui vont plus loin pour assurer le confort. J'ai vu quelque chose de pareil sur un 777 de British Airways. J'étais en contact avec mon propre frère. Et puis il me disait, pourquoi l'avion dans lequel tu es zigzag? Je dis, ah bon? Je regarde et je lui montre une photo de Pidor. Et en fait, il y avait plein de cellules orageuses. Il m'a dit, les autres avions dans la région sont sur un rail. Et puis, ils ne zigzaguent pas. Ils passent à travers. Le 777 dans lequel j'étais, celui de British Airways, zigzaguait pour éviter cela, pour juste améliorer le confort. Donc, d'une compagnie à l'autre, on va trouver une sensibilité extrêmement forte pour le confort passager et l'évitement des turbulences. Et je l'ai vu chez Air France et je l'ai vu chez British Airways. Mais pour revenir à ce qui s'est passé au début de la vidéo avec le Singapore Airlines, parfois c'est juste pas possible. Il y avait d'autres avions dans la région. Il est le seul à avoir subi ces turbulences. Pourquoi lui, pas les autres?
Voilà, c'est peut-être arrivé comme chez Air France, où probablement ils ont survolé un cumulonimbus en formation. Et comme c'est un cumulonimbus qui monte très vite, hein, si on prend un cumulonimbus qui monte, je sais pas moi, à 30 mètres par seconde, quoique celui-là était plus que 30 mètres par seconde, eh bien, en 10 secondes, il a fait 300 mètres. En 100 secondes, hein, 1 minute 40, en 100 secondes, il a fait 3000 mètres. Ça veut dire que littéralement, il se serait passé 1 minute avant, 1 minute après, ou 2 minutes avant, 2 minutes après, il ne serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, il y a un avion sur lequel ça arrive, et puis les autres, ben, ils n'ont rien vu. Hein, ou les autres ont pu éviter. Mais voilà, il y en a un qui a morflé au milieu. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Elle était un peu longue, je vais être rapide et didactique, mais voilà, c'est pas toujours possible. Merci encore et on se voit dans une prochaine.